Vous connaissez certainement la célèbre phrase de Paul Éluard qu'il écrit dans L'amour, la poésie: «La terre est bleue comme une orange». Mais qu'est-ce que cette phrase peut bien vouloir dire? Et à quelle esthétique littéraire correspond-elle? Au surréalisme, bien sûr, que nous allons ici explorer un peu mieux pour comprendre ces images bizarres, son rapport à la poésie novateur et son exploration poétique inédite. Le surréalisme, c'est un véritable mouvement littéraire. Un mouvement littéraire comme les professeurs de littérature les adorent, c'est-à-dire qu'il a une date de naissance, un chef de file, des membres agréés, des théories parues dans des manifestes très clairs. Et il a un grand rayonnement entre 1920 et 1940, même si ces dates de naissance et de mort sont très précises, puisque on peut dire que le surréalisme naît en 1919 et meurt 50 ans plus tard, en 1969. Évidemment, le surréalisme n'est pas de nulle part. Et dans son manifeste du surréalisme en 1924, Breton cite comme grandes sources, comme grandes influences pour les poètes surréalistes Lautréamont, Dante, Shakespeare et toute une liste de 21 poètes jugés surréalistes avant la lettre, parmi lesquels Hugo, Rimbaud, Mallarmé, Jarry, etc. Rien que ça, Breton se réclame, et tous les surréalistes avec lui, de tous les grands poètes français et même mondiaux qui les ont précédés. Le surréalisme est aussi très influencé par la littérature symboliste de la fin du 19e siècle, sur laquelle vous avez aussi un PowerPoint que vous pouvez consulter. Comme les symbolistes, les surréalistes mettent en avant l'importance du rêve, d'un au-delà du réel que la poésie permettrait d'approcher par un renouveau du langage et par une exploration de l'inconscient à travers les formes poétiques. Il y a aussi une influence du romantisme, de la littérature fantastique, d'Apollinaire, de Nerval, enfin de beaucoup de grands artistes qui les ont précédés. Mais le mot surréalisme, lui, est inventé par Apollinaire, qui en 1917 sous-titre sa pièce Les Mamelles de Tirésias, drame surréaliste. Alors pourquoi drame surréaliste? Eh bien parce qu'il s'agit de rompre avec la tradition et en faisant une œuvre qui échappe au réel. Et Apollinaire écrit ainsi: quand l'homme a voulu imiter la marche, il a créé la roue qui ne ressemble pas à une jambe. Il a ainsi fait du surréalisme sans le savoir. Voilà la première apparition du terme surréalisme en contexte littéraire. Et donc le surréalisme est ainsi nommé par les poètes surréalistes à partir de 1919 en hommage à Apollinaire qui venait de mourir et qui incarnait pour ces jeunes poètes la liberté et l'innovation formelle. Les surréalistes, ils sont donc influencés par Apollinaire, mais aussi par Tristan Tzara, qui est un poète roumain qui va rencontrer Breton et qui a fondé en 1916, donc en pleine Première Guerre mondiale, à Zurich, le mouvement Dada, le dadaïsme, un mouvement chargé de révolte et de négation, qui revendique de vouloir démoraliser partout. C'est un mouvement qui se caractérise par le goût de la provocation, le sens du scandale, un véritable nihilisme et qui va à l'encontre des grands discours patriotiques qu'on entend résonner dans les tranchées. Car pourquoi le surréalisme? Eh bien, le surréalisme naît de la Première Guerre mondiale, naît du désarroi des jeunes poètes qui ont fait la guerre. Les trois fondateurs historiques du surréalisme, que sont Breton, Aragon et Soupeau, ont tous les trois fait l'expérience absolument traumatique de la Première Guerre mondiale. La jeune génération est arrivée à un état de crise de l'esprit, comme le dit Paul Valéry, et donc elle juge urgent de renouveler l'art pour renouveler les esprits. Breton définit ainsi dans le premier manifeste du surréalisme, dans la revue du même nom, le surréalisme non masculin, automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, le fonctionnement réel de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale.
Donc après le cataclysme de la Première Guerre mondiale, plus question pour la littérature de faire de la morale, plus question de convoquer la rationalité, on voit où elle a mené, hein, à la mise au point d'armes extrêmement perfectionnées qui ont provoqué des massacres. Non, au contraire, on va s'intéresser à l'inconscient, aux automatismes psychiques et on va essayer de comprendre le fonctionnement réel de la pensée. Alors, l'histoire du surréalisme, elle a deux grands moments majeurs. D'abord, un âge d'or avec des grands manifestes écrits notamment par Breton qui mettent en place le mouvement, qui se revendiquent vraiment comme un mouvement littéraire, et puis ensuite un temps de déclin dans sa deuxième moitié. Donc d'abord l'âge d'or des manifestes du surréalisme entre 1919 et 1930. Eh bien, le surréalisme commence en fanfare par la publication en 1919 des Chants magnétiques par André Breton et son ami Philippe Soupeau. Ces chants magnétiques sont rédigés dans un hôtel sur la place du Panthéon, vraiment pas loin de Paris 3. Il suffit de remonter la rue Mouffetard pour que vous puissiez admirer la plaque sur cette place du Panthéon de l'endroit où ils ont été écrits, donc en plein Paris, au lendemain de la Première Guerre mondiale, par ces deux soldats démobilisés, complètement traumatisés, qui recourent à l'écriture sous hypnose et à l'écriture automatique pour explorer leur inconscient traumatisé. Ils fondent aussi en 1919 la revue Littérature, qui leur permet de mener leurs expériences poétiques. Et puis, deuxième grand moment des manifestes du surréalisme, en 1924, la création de la revue La Révolution surréaliste. On va revenir à cette notion de révolution surréaliste, puisque les mots ne sont pas choisis au hasard, et le manifeste de Breton, qui résume les positions et les objectifs du mouvement avec beaucoup de précision. J'ai déjà fait allusion à 2 reprises à ce manifeste et il nous permet à nous, je vous conseille d'ailleurs d'aller le consulter ce manifeste, il nous permet à nous de mieux comprendre les objectifs des surréalistes. Sauf que assez rapidement, il va y avoir des dissensions internes au sein du surréalisme, au sein de ce groupe de poètes rassemblés autour de Breton qui est vraiment leur chef de file. Et certains vont se rapprocher du Parti communiste. Et donc là, à ce moment-là, en 1929, André Breton éprouve le besoin d'écrire un second manifeste du surréalisme où il redéfinit le mouvement à un moment critique. Il essaye de situer le surréalisme par rapport au communisme. Et pour résumer rapidement, le surréalisme pour Breton doit rester fidèle à sa vocation révolutionnaire initiale. Alors, vous vous souvenez, la revue Révolution surréaliste, mais il prend ses distances par rapport à l'idéologie marxiste. L'objectif, nous dit Breton, c'est, je cite, la révolte absolue, l'insoumission totale. Donc l'insoumission à tous les partis. Dans le second manifeste du surréalisme, Breton prône un radicalisme qui va être critiqué par une partie de ses disciples. Il dit par exemple, dans une formule qui nous fait froid dans le dos aujourd'hui, l'acte surréaliste le plus simple consiste, revolver au poing, à descendre dans la rue et à tirer au hasard tant qu'on peut dans la foule. C'est le modèle de l'acte gratuit, de l'insoumission totale à toute forme d'ordre, la volonté de mettre le bazar partout, de provoquer le désordre, que ce soit dans le monde ou en poésie. En 1930, Aragon est invité en URSS et il se rapproche du Parti communiste. Il y a trop de dissensions. Aragon, qui a été un des grands amis de Breton, un des 3 fondateurs du mouvement, désobéit à Breton. Il y a trop de dissensions et c'est le début des conflits et du déclin du surréalisme, du mouvement surréaliste du moins. Donc il y a des grandes dissensions d'abord à cause des rapports avec le Parti communiste et puis ensuite au cours de la Deuxième Guerre mondiale entre ceux qui s'engagent dans la résistance et ceux qui s'exilent. Breton et Perret, par exemple, s'exilent en Amérique, alors que Aragon, Éluard et Desnos s'engagent dans la résistance et mettent leur écriture au service du combat contre le nazisme.
Desnos va même être déporté et mourir en déportation. Et Aragon lui écrira un des plus beaux poèmes du deuil de la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelle Robert le Diable, et qui parle de l'errance de Desnos dans le Paris surréaliste et de sa déportation. Le groupe est irréconciliable au lendemain de la guerre, puisqu'il y a ceux qui sont considérés comme des lâches et ceux qui sont au contraire accusés d'avoir dévoyé leur poésie dans une utilité alors qu'ils s'étaient engagés au surréel, à dépasser le réel. Et il y a de plus en plus de tensions au sein du surréalisme. Après la Deuxième Guerre mondiale, en plus, il y a de nouveaux maîtres à penser pour la jeunesse qui ne sont pas des surréalistes. Par exemple, Sartre ou Camus. Il y a la montée de l'existentialisme qui gagne beaucoup d'influence sur le surréalisme. Et puis en 1966, c'est la mort d'André Breton, et le mouvement peine à survivre à son chef de file, si bien qu'en 1969, Jean Schuster annonce dans le journal Le Monde la mort du surréalisme historique. C'est une annonce officielle, si vous voulez, un grand article dans Le Monde en 1969 qui dit « Le surréalisme est mort ». On peut considérer aussi que le surréalisme s'est terminé en beauté dans les slogans de 1968, comme « Changer la vie », qui est une des grandes devises des surréalistes reprise à Arthur Rimbaud. Alors, en effet, les surréalistes veulent provoquer une révolution. Ils veulent, comme le dit Rimbaud, changer la vie. Ils visent une révolution à tous les points de vue, une révolte contre l'ordre bourgeois, contre les œuvres périmées, contre les artifices littéraires. Et les objectifs défendus par Breton dans La Clé des Champs peuvent être ainsi définis. Donc, je cite Breton, « Il faut aider dans la mesure du possible à la libération sociale de l'homme, travailler sans répit au désencroûtement intégral des mœurs, refaire l'entendement humain. » Donc rien que ça, un objectif extrêmement ambitieux, via la poésie, provoquer une vraie révolution dans les manières de penser et dans les manières de faire de l'art. Mais le surréalisme ne colle pas au réel, il veut viser le surréel, l'au-delà du réel, et donc ces thèmes récurrents, ce sont justement les thèmes de l'au-delà du réel, l'inconscient, le rêve, la folie. Vous pouvez penser ici à Nerval et aux symbolistes. Il faut dépasser la réalité en remontant aux sources secrètes de la création. Il faut aller contre la raison et contre la logique, et atteindre des états de surréalité que sont le rêve, la folie, le merveilleux. Forcément, du coup, le surréalisme s'intéresse à la psychanalyse en essayant d'explorer l'inconscient. Il cherche à saisir les messages cachés de la conscience, les messages cachés de la vie aussi, les signes irrationnels. Et le héros surréaliste, c'est, comme l'a dit Aragon, le paysan de Paris, c'est le titre d'un livre d'Aragon, qui déambule dans Paris en quête d'une surprise. Ça, c'est aussi le cas du héros de Nadja de Breton. En quête d'une surprise, en quête d'un événement magique ou d'un signe qui annonce un événement à venir. Et c'est pour ça que l'amour est au cœur des romans et des poésies surréalistes. L'amour à la fois érotique et sublime, à la fois charnel et merveilleux, qui devient une force magique et émancipatrice, qui fait advenir le merveilleux dans le quotidien, qui fait advenir la surprise dans le réel, qui fait exploser l'irrationalité en plein Paris. Et ça, on le voit très bien dans Nadja et dans L'amour fou de Breton, mais aussi dans le personnage poétique d'Elsa qu'Aragon a créé en s'inspirant de sa femme, Elsa Triolet, dont il a fait le symbole de ce qui advient, qu'on n'aurait pas pu prévoir, et qui transforme la réalité. La création surréaliste, elle se fonde aussi sur des dispositifs d'écriture qui permettent de faire advenir cette poésie magique. Alors le premier des dispositifs d'écriture pour faire advenir un langage nouveau, autre, bien c'est l'écriture automatique, qui permet, nous dit Breton, de découvrir le fonctionnement réel de la pensée.
Il s'agit de mettre en place une création spontanée, magique et inconsciente. Et Breton donne cette consigne aux jeunes écrivains, aux jeunes poètes en herbe. Faites-vous apporter de quoi écrire, après vous être installé dans un lieu aussi favorable que possible à la concentration de votre esprit sur lui-même. Placez-vous dans l'état le plus passif ou réceptif que vous pourrez. Écrivez vite, sans sujet préconçu, assez vite pour ne pas retenir et ne pas être tenté de vous relire. Donc il faut éliminer la censure de la raison et de la conscience pour saisir le langage à sa naissance, à l'état brut, et faire ainsi advenir comme par magie la poésie. Les surréalistes, ils ont donc recours à l'écriture automatique, à l'écriture sous hypnose et puis au jeu collectif. Donc ils utilisent de manière collective et ludique le langage pour créer de la poésie. Ils jouent par exemple tous ensemble au cadavre exquis, au jeu des questions-réponses, ils font des collages, ils jouent à détourner des proverbes. Le but, défini par Aragon dans Le Paysan de Paris, c'est l'emploi déréglé et passionnel du stupéfiant image. Parce que oui, la création verbale des surréalistes, elle repose sur l'image qui surprend, sur une poésie de la vision étonnante, une poésie qui joue avec les règles et qui donne le primat à des images inhabituelles, extraordinaires, chargées, comme le dit Breton dans le premier manifeste, de puissance émotive et de réalité poétique. Et c'est donc ça, la terre est bleue comme une orange, c'est sa réalité poétique, c'est sa puissance émotive que Éluard cherche à nous faire entendre, et non pas bien sûr la description d'une orange réelle. De même quand Breton parle de rosée à tête de chat. À la fin des années 30, certains poètes surréalistes comme Aragon, Éluard, Desnos ont recours à une poésie de nouveau un peu plus classique, notamment par le biais de l'alexandrin. Je vous ai beaucoup parlé de poésie surréaliste. En effet, Breton méprise le roman et ses prétentions réalistes, bien sûr, hein. Mais il écrit quand même un grand roman, au moins, qui s'appelle Nadja. Et dans Nadja, il y a un vrai brouillage générique entre le roman, la poésie. Il n'y a plus de descriptions, elles sont remplacées par des photos. Je vous conseille beaucoup d'aller emprunter ce livre à la bibliothèque parce qu'il est très très surprenant à lire et vraiment très inspirant, très vivifiant. Le surréalisme, c'est de la poésie, c'est un petit peu du roman, mais c'est aussi beaucoup du cinéma, avec Buñuel, qui est le grand représentant du cinéma surréaliste, et puis de la peinture. Comme le symbolisme, le surréalisme a été extrêmement présent en peinture, avec Chirico, Dali, Magritte, les photos de Man Ray aussi. Et comme en poésie, en peinture, en photo, les surréalistes procèdent à des collages, des détournements d'objets, la convocation du rêve, des allégories aussi, comme ce tableau très étonnant de Magritte que je vous laisse interpréter à votre guise. Je vais finir sur quelques vers extraits du poème L'Union libre de André Breton qui vont faire retentir cette esthétique surréaliste avec toute la beauté du stupéfiant image, toute sa puissance émotive et sa réalité poétique. André Breton, L'Union libre. Ma femme a la chevelure de feu de bois, aux pensées d'éclairs de chaleur, à la taille de sablier. Ma femme a la taille de loutre entre les dents du tigre. Ma femme a la bouche de cocarde et de bouquet d'étoiles de dernière grandeur. Si ces vers vous plaisent, je vous invite à aller consulter la suite, puisque vous pourrez la trouver en ligne très facilement en tapant André Breton, L'Union libre. Et je vous souhaite une très bonne journée, au-delà du réel, si c'est possible pour vous.